Aujourd'hui, je vais te parler des cahiers de Douai de Rimbaud et plus spécifiquement du poème Ma Bohème. Je vais t'en faire une explication linéaire, mais je ne vais pas rester dans le format des 10 minutes. Je vais vraiment clairement dépasser. Mon but, c'est plutôt de te faire une explication linéaire très fouillée, très précise, pour que toi, tu aies le plus d'éléments possible et à toi ensuite de faire l'extraction des données les plus importantes pour en tirer 10 minutes d'explication linéaire à faire à l'oral. Donc, je vais quand même faire les étapes de l'explication linéaire. Je vais juste peut-être zapper la conclusion, mais la conclusion, c'est facile à faire. Tu n'as juste qu'à répondre à la problématique en reprenant les éléments les plus importants et à faire une ouverture, c'est-à-dire à voir le lien avec un autre poème, soit des cahiers de Douai, soit du parcours associé. Donc ça va. Donc, on commence avec l'introduction. Rimbaud a 17 ans lorsqu'il écrit les cahiers de Douai et ses premiers poèmes, il va les donner à Paul Démeny. Il les confie à celui-ci pour qu'il aille les publier à Paris, mais entre-temps, il lui dit de brûler les manuscrits, ce que ne fait pas Paul Démeny, et c'est pour ça qu'on a cette œuvre qui a été publiée à titre posthume, c'est-à-dire après la mort d'Arthur Rimbaud. Ma Bohème est dans l'édition que j'ai, mais ça dépend des éditions, est le dernier poème du second cahier, donc le dernier poème de tout le recueil. Et c'est un sonnet, le sonnet peut-être le plus connu de Rimbaud, dans lequel il évoque sa vie de bohème, de vagabond, je reviendrai sur ce point plus tard, qu'il a connu lors de ses fugues de Charleville vers Paris ou alors même vers la Belgique. C'est un poème qu'on peut qualifier d'autobiographique et qui est un hymne à l'errance, à la liberté et à la création poétique, puisque l'errance physique est associée fortement dans le poème, c'est ça que je vais montrer, à l'errance de l'imagination, à la création poétique. Et donc notre problématique sera comment Rimbaud célèbre-t-il l'errance comme une voie propice, comme une manière d'accéder à la création poétique. Et je vais découper le poème en 4 mouvements. Le premier mouvement, donc chaque strophe composera un mouvement. Donc le premier mouvement, la première strophe, dans laquelle le poète introduit le thème de l'errance. Deuxième strophe, ici le poète développe la figure du petit poussé rêveur pour parler de lui-même et de sa création poétique. Dans la troisième strophe, le poète parle de sa communion avec la nature. Et dans la dernière strophe, le poète développe un peu plus frontalement, un peu plus directement, le lien entre l'errance et la création poétique. Donc, dès le départ, on a ce titre, Ma Bohème, qui fait référence à l'errance, au vagabondage. Pourquoi ? Parce que bohème sert en premier lieu à désigner des nomades vivant dans des roulottes et se livrant à plusieurs activités artisanales et même à dire la bonne aventure aux gens de passage. Le terme permet aussi au XIXe siècle de désigner des artistes, des littérateurs, enfin toute personne à la marge, vivant sans règles, au jour le jour et hors du cadre de la société. Donc cela permet en un seul mot, bohème, de lier à la fois le thème du vagabondage, du voyage, mais aussi de la création poétique. Le déterminant possessif, ma bohème, signifie bien qu'on va avoir un poème autobiographique et cela se montre très bien avec le reste du poème puisque dès le premier vers, et cela dans tout le reste du poème, on a une prépondérance de la première personne, je, me, mes, etc. etc. Le sous-titre maintenant, Fantaisie, qui permet de relier encore plus profondément le thème de l'errance et de l'imagination, puisque fantaisie désigne premièrement une forme de poésie qui a été fondée sur l'imagination et la création libre, une forme qui existe depuis l'Antiquité,
Donc il s'agit aussi pour Rimbaud de faire référence à ce modèle antique. Et fantaisie, donc avec cette idée d'imagination, des créations libres, permet de relier le thème de l'errance bohème avec le thème de l'imagination, de la divagation, c'est-à-dire de l'errance imaginaire de la création, fondée sur la liberté de l'errance. Donc les deux sont très associés dès le titre. Et effectivement, dès le premier vers, on commence par l'évocation du voyage avec « je m'en allais ». Ici, le verbe « aller » à l'imparfait indique déjà, suggère déjà l'errance, parce que l'imparfait ici sert à montrer un processus qui est continu dans le temps, qui recommence peut-être, en tout cas qui ne s'arrête pas et qui est sur le long terme, signifiant bien cette fugue, puisque s'il n'arrête pas de s'en aller, ça veut dire qu'il n'arrête pas de quitter un endroit et donc de fuir. Donc c'est vraiment le thème de la fugue ici. À cela s'ajoute l'absence du complément de lieu, je m'en allais où on ne sait pas, et cela permet d'insister sur le processus en évitant l'idée du but. Or, marcher sans but, c'est vraiment le propre de l'errance. À cela s'ajoute le pronom indéfini « en » qui finit par vraiment complètement vider de son sens l'idée de lieu, l'idée de but, parce qu'on ne sait même pas d'où il part. Je m'en allais. D'où, on ne sait pas. Et donc, ce concept de lieu devient complètement flou. On a l'impression qu'il s'en va de nulle part et de partout à la fois. Donc on a vraiment cette insistance sur l'idée d'errance. Cette ouverture vers un monde très ouvert où l'idée de lieu disparaît si bien qu'on a l'impression qu'il marche partout et nulle part à la fois, est aussi rendu compte au troisième vers, j'allais sous le ciel. Ici, le complément de lieu sous le ciel montre bien cette idée à la fois d'errance. Bon, avec le j'allais, on a la répétition, en plus c'est au début de vers, donc il y a vraiment une insistance sur cette répétition. Mais donc, comme je le disais, le complément de lieu sous le ciel montre ici un sentiment de liberté complet en nous invitant à changer de perspective. Parce que normalement, quand je marche sur terre, ce que je vois c'est à hauteur d'homme. Et là, on voit la marche depuis le ciel, ce qui ouvre à cette immensité. Le poète ne marche pas seulement sur terre, il a tout le ciel comme lieu de voyage. Et ça crée aussi quelque chose qu'on verra un peu plus au deuxième et au troisième vers, l'idée que le poète entre dans une communion avec la nature, puisque sous le ciel peut aussi faire penser à un ciel protecteur qui le regarde, qui veille sur lui. Il introduit aussi, dès le premier vers, l'idée qui est propre au vagabondage, qui est la misère, la pauvreté. C'est vraiment cette figure du vagabond qui erre sans le sou. Et on le voit avec les poings dans mes poches crevées. Les poings, évidemment, signifie que ses mains sont vides et qu'elles peuvent se refermer sur rien. Donc ça signifie qu'il ne possède rien, qu'il n'a rien dans les mains. Et les poches crevées signifie que les poches ont des trous et donc qu'elles ne peuvent rien contenir, donc qu'elles sont vides. De plus, le mot crevé ici est d'un registre langagier assez familier, ce qui fait ressortir le terme. En plus, il est à la rime. Le terme point aussi fait penser à une raison peut-être sous-jacente à la fugue, puisque le point peut-être peut représenter la colère, et donc ce qui pousserait à la fugue ici, c'est la colère, la révolte. Et on a déjà cette image finalement de révolte, de force, de sentiment de révolte qui amène à la subversion, c'est-à-dire à l'émancipation des autorités. Et je le dis d'autant plus parce que je pense que c'est vrai, parce que ailleurs dans son œuvre, par exemple dans Le Forgeron, cette force, qu'on a parfois, cette violence qu'on a parfois quand on est en colère,
Elle est bien jouée dans le forgeron et elle permet l'émancipation du forgeron et du peuple face aux autorités, qui sont représentées par Louis XVI dans le poème Le Forgeron. Je regarde en même temps mes notes. Donc, à nouveau, on a aussi le pronom personnel, le déterminant possessif, mes poches crevées. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le poète posséderait quelque chose, mais il ne possède rien, puisque ses poches sont vides. Et donc, cela voudrait dire, et je reviendrai sur ça plus tard pour développer, qu'il possède autre chose que des réalités matérielles, notamment, probablement, son imagination. D'ailleurs, je reviens sur cette idée tout de suite avec le vers suivant, le deuxième vers, mon paletot aussi devenait idéal, où ici il y a un double sens d'idéal. Idéal, ça peut dire premièrement parfait, donc ça montre une forme de contentement du poète trouvé par et dans le vagabondage, donc une sorte de paradoxe de la misère heureuse, et aussi un autre sens d'idéal qui serait que le paletot n'a qu'une existence intellectuelle, que ce n'est qu'une idée, idéal, idée. Et là, ici, dans le poème, on a une entrée de l'imagination qui transforme la réalité physique en une idée poétique. Le paletot, qui est une réalité physique, devient une réalité idéale, c'est-à-dire une réalité propre à la poésie, à l'imagination. Et donc la combinaison de ces deux sens plus l'utilisation du verbe devenir permet de montrer dès le deuxième vers qu'il y a une forme de fusion dans le poème entre deux mondes, le monde physique dans lequel le poète voyage et le monde imaginaire dans lequel il crée la poésie. Et donc le vagabond, par son dénuement, parce qu'il ne possède rien, il peut être à cette lisière entre les deux mondes et ce qui lui permet de créer de la poésie. Ça lui permet de relier son imagination au monde réel et donc de créer de la poésie. Et donc ce dénuement permet de transfigurer le réel, de le voir autrement pour pouvoir en faire un sujet poétique. Ici, que ce soit mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. Ici, on a l'utilisation du nipalage. Une nipalage, c'est quand on donne des caractéristiques d'un objet alors que ça devrait être à autre chose. Ici, le dénuement, qui est propre aux habits, ici avec les poches et le paletot, en fait, désigne le dénuement, permettent de caractériser le dénuement du poète. Et c'est grâce à ce dénuement, à cette extrême misère, que le poète peut prendre conscience d'une autre forme de réalité autour de lui. Il peut voir au-delà de la réalité physique et parvenir à un monde des idées propice à la création poétique. Cette idée de création poétique, on l'a aussi un petit peu légèrement avec l'adverbe aussi. Mon paletot aussi devenait idéal. Ici, l'adverbe, quand on le regarde comme ça, il a l'air étrange. On peut lui donner un sens si on le relie à une référence littéraire. Ici, peut-être, et c'est souvent le cas, Rimbaud, il aime bien faire des liens avec la tradition poétique, la modernité poétique qui l'entoure, d'autres textes qui lui sont chers. Son œuvre, elle est extrêmement intertextuelle et c'est pour ça que parfois elle est difficile à déchiffrer. Et ici, en fait, il ferait référence à la poésie parnassienne, le Parnasse, comme Verlaine, Bainville, etc., qui recherchent une beauté parfaite par l'écriture poétique. Alors, en reliant cette idée de quête de la beauté parfaite poétique à son histoire de paletot, qui est un vêtement d'un tissu très peu noble, c'est une veste comme ça, c'est un tissu, un vêtement très humble, si j'ose dire.
eh bien, il se moque des Parnassiens. Et c'est ça qui est intéressant, il se moque d'eux tout en reprenant cette quête à son compte. Lui aussi, apparemment, il recherchait cette beauté idéale. Au troisième vers, je continue, il fait référence à la figure du chevalier errant. On peut y voir ici, effectivement, avec la référence à Féal, Muse et la poésie lyrique qu'on entend ici, je vais détailler ça juste après, une référence à cette figure du chevalier errant, qui vient du Moyen-Âge, Lancelot par exemple. Et c'est une figure du Moyen-Âge qui est très appréciée par les romantiques. Donc ici, quand il fait référence à cette figure de manière indirecte, il fait aussi référence au romantisme. Et en effet, par l'apostrophe à Muse, cette allégorie de la divinité, de l'inspiration poétique, qu'il transforme en femme aimée, avec l'apostrophe directe Muse avec le point d'exclamation, mais aussi le vers juste après avec l'expression amour splendide, mais aussi avec la figure j'étais ton féal, donc ça veut dire ton serviteur, ton vassal, et féal fait référence directement au vocabulaire et aux dynamiques du Moyen-Âge, eh bien, il intègre dans son poème une référence à la poésie amoureuse du Moyen-Âge, qui a été beaucoup repris par les romantiques, où le poète chante son amour pour une dame qui lui est inaccessible, ici la muse. J'étais ton féal, donc il parle à la muse directement à la deuxième personne, donc on entend cette poésie lyrique amoureuse où le poète s'adresse à sa dame, et en plus il se soumet avec l'idée de féal. Et donc il se soumet à qui? À la muse, à l'inspiration poétique. Donc ici, le poète nous donne presque un but à son errance, qui est celui de suivre aveuglément l'inspiration poétique, et donc l'errance se transforme en quête de création poétique. Rimbaud est donc guidé, c'est ce qu'il nous dit ici, par l'inspiration poétique qu'il suit aveuglément dans son voyage. Donc il s'agit à la fois d'un voyage réel, mais aussi d'un voyage poétique. Pourtant, cette référence au romantisme, à la figure du chevalier qui ferait tout pour sa dame, elle est évidemment ironique parce qu'elle repose sur une hyperbole. Alors je vais commencer avec que d'amour splendide j'ai rêvé. Là directement on a une exclamation, donc c'est très hyperbolique avec le que qui marque ici l'exclamation et le point d'exclamation à la fin de la phrase, évidemment. Ici, le fait que les amours splendides soient rêvés, soient des rêves, montre bien que le poète est seul, que ces amours dont il a rêvé n'ont jamais abouti. Donc le poète ici révèle sa solitude dans l'errance, donc déjà il y a une forme un petit peu d'atténuation de ce contentement dans l'errance. Et puis, il y a un lien avec l'inspiration poétique, puisque ces amours splendides sont reliés à la muse. Donc, les amours splendides pourraient être tous les poèmes dont il a rêvé et qu'il n'a jamais réussi à réaliser, à écrire. Et donc, l'inspiration poétique lui échapperait dans la réalité. Ce serait seulement un travail de l'imagination. Il n'arriverait pas à écrire ces poèmes. Alors, on a aussi une exagération avec l'interjection « oh là là », qui est assez fantaisiste, assez inattendue dans un poème et qui est d'un registre langagier assez familier. Ici, on entend l'ironie du poète qui exagère, qui se moque en fait de ses propres rêves, à vouloir trouver la beauté parfaite, mais qu'il ne trouve pas, qui reste seulement un rêve. Et puis, on a une prise de distance aussi assez ironique avec tout ceci, et même tout le poème finalement, puisqu'on remarquera que tout le poème est écrit au passé. Et là, il utilise même le passé composé, donc c'est vraiment quelque chose de révolu, et dont il se rend compte maintenant de l'idiotie peut-être, et à quel point en fait il est risible d'avoir voulu chercher cette beauté parfaite.
Et en plus de ça, il y a la rime, et c'est très important dans un poème de relever les rimes, surtout quand elles créent du sens, entre crever et rêver. Et donc ce sont des rêves crevés, des rêves détruits. Donc ce rêve d'accéder à une poésie parfaite qui permettrait d'atteindre une beauté idéale, eh bien ils sont détruits, ils n'existent plus à l'heure d'aujourd'hui. C'est donc une remise en question à la fois des velléités des Parnassiens, mais aussi du lyrisme romantique, parce qu'on voit que le poème, dès cette première strophe, il y a une surabondance de la première personne, donc ça rappelle les poèmes du romantisme. On a presque trop même d'ailleurs. On a un vocabulaire hyperbolique avec idéal, ciel, féal, splendide, donc qui est très rapproché aussi à la poésie lyrique. Donc on voit ici vraiment la forte inspiration romantique du poème, mais il s'en détache par l'hyperbole. Il y en a trop, ça fait trop sur 4 vers. Et en plus, il surjoue des choses, par exemple l'allitération, j'allais sous le ciel muse et j'étais ton féal, oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. S'il y a une allitération en L, surjouée notamment par le oh là là. Et puis, on voit bien cet éloignement avec tout ce que j'ai dit avant, de l'idéal absolu, de l'amour romantique. Ici, il s'en détache volontairement. Et il se montre même ironique face à cette volonté lyrique. Je passe au deuxième mouvement. Donc, il insiste dès le premier vers du deuxième mouvement, donc le 5e vers, il insiste sur le dénuement, donc avec même une hyperbole, parce qu'il insiste lourdement. On a unique, on a large, on a trou. Et en plus, la culotte elle-même, c'est un vêtement très léger. Aussi, ce qui est intéressant, et que je vais développer ensuite, c'est qu'on a l'impression que de ce dénuement complet, de cette misère complète, c'est de ça que surgit la prolifération créatrice. C'est-à-dire de rien, il fait un tout qui est comme si la misère était la source de la création poétique. Donc il y a un renversement paradoxal de la misère. On le voit notamment avec cette insistance donc dans le 5e vers de l'absence, du rien, du trou, qui est mis même à la rime, donc il est accentué, avec l'idée de gégrener, c'est-à-dire le fait de laisser derrière soi, je reviendrai là-dessus avec l'idée du petit poussé rêveur ensuite. Et donc c'est comme si le manque devenait la source de richesse. Richesse de quoi ? Eh bien, évidemment, ici, des rimes. Je reviendrai là-dessus. On voit aussi que c'est une richesse par la multiplication des déterminants possessifs dans cette strophe. Mon unique culotte, ma course, mon auberge, mes étoiles. Et on se rend compte que les objets possédés sont de plus en plus vastes, de plus en plus étonnants aussi. Un peu comme si le poète possédait tout l'univers. Donc, on a une possession de richesse assez paradoxale. On le voit notamment avec les COD des verbes avoir. Bon, déjà, on a 2 fois le verbe avoir. Mon unique culotte avait un large trou et mes étoiles au ciel avaient un oufroufrou. Donc, on insiste à nouveau sur l'idée de possession avec ces vers. Mais il nous faut regarder les COD qui permettent de montrer l'objet qui est possédé. Et ici, à chaque fois, c'est le vide ou le presque rien, puisque ce qui est possédé au départ, c'est le large trou, donc ça c'est le vide, le rien. Et puis, la deuxième chose qui est possédée, c'est un doux froufrou, le COD, un doux froufrou, et ici c'est un son, donc quelque chose d'immatériel. Donc à nouveau, le poète n'a rien de matériel. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'il possède alors ? Eh bien, premièrement, il possède, ce dénuement lui permet de posséder quelque chose de plus haut, de plus noble, qui est cette relation affective et spéciale avec la nature. Puisque la première chose qu'il possède, c'est « mon auberge était à la grande ourse ». Donc, ici, la métaphore de la grande ourse
permet ici de montrer que le poète, en fait, il dort par terre, à la belle étoile, voilà, pas du tout à l'intérieur d'une maison. Le déterminant possessif mon montre un lien très fort avec la nature, hein, qui est symbolisé ici par la grande ours. Et le terme auberge vient un petit peu qualifier cette relation entre le poète et la nature, puisque auberge fait référence au foyer, à la protection, à un endroit réconfortant, au refuge, où on a chaud, où on est en sécurité. Et donc ici, c'est comme si la nature veillait sur le poète. Pareil, mes étoiles au ciel. Donc ici, on a à nouveau le déterminant possessif qui vient montrer le lien affectif entre le poète et la nature, ici les étoiles. La nature est bienveillante puisque derrière les étoiles au ciel, on peut entendre la bonne étoile, donc celle qui permet de guider un être humain et de lui porter chance. Donc c'est comme si les étoiles veillaient sur le poète, donc une nature à nouveau bienveillante qui prend soin du poète. Et en plus de ça, ces étoiles, il y a une forme de personnification avec doux froufrou qui peut faire penser une forme de féminisation des étoiles qui porteraient des robes et quand elles bougeraient, ça permettrait de faire émaner un petit son chaleureux et joyeux et peut-être même assez sensuel. Et donc cette connexion du poète à la nature, elle devient ici petit à petit sensuelle. Et bien sûr, cette relation spéciale du poète à la nature, elle permet de traduire une liberté heureuse dans le vagabondage. Il vit sa meilleure vie. Je vais revenir plus haut avec la figure du petit poucet. Donc ici, il fait référence bien sûr à l'univers du conte. Donc il entremêle à nouveau l'imaginaire, hein, la fiction ici du petit poucet avec le réel de ce vagabondage dans la nature, dans le poème. Et alors c'est intéressant cette figure du petit poucet à laquelle il se compare, puisque c'est de lui dont il parle, hein, petit poucet rêveur, gégrené, on le voit avec le jeu. Et donc, bien sûr, le petit poucet, c'est la figure du pauvre qui est perdu dans la forêt et qui est abandonné et qui doit laisser des petits cailloux sur sa route pour retrouver son chemin. Et donc ça donne une vision assez triste de la situation du poète. Il serait comme abandonné de tous dans la forêt, sans moyen de rentrer chez lui. Et cela contraste fortement avec l'adjectif rêveur. Peut-être qu'il fait ici référence à son enfance passée. Hein, il ne faut pas oublier qu'ici, Rimbaud est en train de devenir tout doucement un adulte. C'est l'histoire de tout adolescent qui doit quitter le monde de l'enfance. Et peut-être qu'ici, il évoque un sentiment de nostalgie face à un moment dans le passé, comme on l'a vu avant avec tous les verbes au passé, qui était un moment plus joyeux, plus libre, plus heureux pour lui. Évidemment, il va transformer le conte pour fonctionner avec ce qu'il veut en dire, et donc le fait d'égrener des rimes. Le petit poucet rêveur ici devient un poète, puisque les cailloux qu'il laisse sur son chemin sont des rimes. Et on a même une mise en avant de ce travail poétique dans le geste même, puisqu'il accompagne le geste du fait d'égrener, de laisser en fait, de laisser tomber des rimes sur le chemin, avec le rejet. J'égrenais dans ma course des rimes, comme s'il avait laissé, comme s'il montrait par ce jeu de rejet le geste même de laisser des rimes, des cailloux sur la route. Évidemment, ces rimes, si ce sont les cailloux de ce petit poucet, alors ça veut dire que les rimes doivent permettre au poète de retrouver son chemin. Donc c'est comme si, ici, on a à nouveau cette idée que la création poétique va venir accompagner, va venir peut-être même produire du sens, donner du sens à l'errance. Donc on a ici comme un cercle vertueux où l'errance permet la création poétique et la création poétique permet de donner du sens à l'errance. Une direction à suivre.
Alors, je vais revenir à l'idée de rêveur. Ici, rêveur, c'est à nouveau cette idée que le poète il est à la lisière entre deux mondes, celui de la réalité, de son abandon dans la nature, et celui du rêve, de l'imagination. Et c'est cette position à la lisière entre deux mondes qui permet au poète de percevoir des choses qu'on ne peut pas percevoir autrement dans le monde. C'est ce qui lui permet de percevoir notamment au vers 8 le son des étoiles, ce doux froufrou. Il perçoit une réalité au-delà de la réalité matérielle. Grâce à son dénuement, grâce à cette position entre les deux mondes que lui offre la misère et le vagabondage. Et par la poésie, il va faire entendre cette poésie du monde qu'il perçoit aux autres êtres humains. C'est un peu ça la figure du voyant, finalement. Seulement ici, on peut à nouveau percevoir une forme d'ironie du poète, et ça arrive très souvent dans les poèmes de Rimbaud, qui est toujours une forme d'ironie, même dans les choses qui ont l'air très sérieuses, puisque ici les rimes sont des cailloux, donc bon, voilà, c'est pas très reluisant non plus. Et puis en plus, les cailloux proviennent d'où ? Du large trou de la culotte. Donc je te laisse imaginer ce qu'il veut dire par là. Voilà, c'est assez scatologique quand on y pense, si on veut aller dans ce sens de l'interprétation. Je vais passer à mon troisième mouvement. Et donc ici, je vais revenir sur un point sur lequel je ne suis pas trop revenue sur le reste du poème, mais j'avais déjà beaucoup à dire comme tu l'as vu, c'est que le poète va jouer avec la forme du sonnet. Et c'est très visible dès les premiers vers, parce qu'il ne respecte pas vraiment l'alexandrin, il ne fait pas la césure à l'hémistiche, il ne la respecte pas, il découpe pas l'alexandrin en 6-6, ça ne fonctionne pas. Il fait des coupes à d'autres endroits avec des accents, des endroits auxquels on ne s'attend pas dans un alexandrin. En plus, il fait des rejets, il déstructure complètement l'alexandrin. Mais en plus de ça, normalement, dans un sonnet, on a une rupture entre les deux quatrains et les deux tercets qu'on appelle une volta. Une rupture de ton, une rupture parfois de sujet, vraiment une rupture nette. Or là, il n'y a pas du tout de rupture. Premièrement parce que le poème, quand tu le regardes, il continue sur le même sujet. C'est ce sujet d'être de la communion à la nature, sur lequel d'ailleurs je vais revenir, parce que du coup ça m'oblige à revenir sur ce que j'ai dit juste avant. Cette nature protectrice qui enveloppe le poète. Et en plus, il continue même la phrase, donc il y a vraiment zéro rupture ici. Il continue donc sur le thème de la fugue, évidemment. Ici, il s'arrête, il y a une véritable pause. En plus, il n'y a même pas de rupture dans la narration, puisqu'il y a même une pause dans la narration. Il n'y a pas un événement qui vient renverser le poème ici, pas du tout. Il y a même carrément une pause dans le récit où le poète s'assoit, assis au bord des routes. Ici, l'idée de route, évidemment, fait référence au mouvement, au chemin, au voyage. Et comme il est au pluriel, on imagine aussi un voyage très long avec de nombreuses routes. Et aussi ici un flou sur le chemin, le but, le lieu où il se trouve. Comme s'il se trouvait à plusieurs endroits en même temps, là où on le retrouve maintenant dans le récit. L'idée de au bord ici, au bord des routes, au bord montre qu'il est à la marge de la route, et qu'il se place comme un observateur de la nature. Donc ici, il va contempler la nature autour de lui. Et assis, évidemment, là, on a une véritable pause puisqu'il est sans mouvement, alors qu'avant, il était en train de marcher. Ici, on a une pause dans le voyage qui est propice à la contemplation. Et cette contemplation va lui permettre d'avoir ses sens en éveil, avec le verbe écouter, qui fait référence au sens de l'ouïe, au vers 9, et aussi le verbe senter, au vers 10,
qui fait référence au sens du toucher. Et là, ici, santé fait référence à l'odorat, mais ici, c'est le toucher, parce que c'est les gouttes sur son front. Donc, il a tous ces sens en éveil, ce qui est aussi propice à la création poétique. Effectivement, la nature est source d'inspiration. Premièrement, on a un peu plus d'éléments sur le cadre spatio-temporel, notamment surtout temporel. On se retrouve le soir, en septembre. Alors soir, c'est intéressant, ce n'est pas un moment comme un autre, puisque le soir, c'est le moment propice au rêve, à la rêverie. Donc c'est ce moment où deux mondes se touchent. Donc on est à nouveau dans cette idée d'un poète à la lisière entre le monde du rêve et le monde réel. Quand il dit « et je les écoutais », ici il écoute qui ? Les étoiles. Donc ça veut dire qu'il écoute les étoiles qui, comme la muse, peut-être lui inspire certaines choses pour qu'il puisse écrire ses poèmes. Les rimes notamment dont il va parler ensuite. Mais les poètes, ça peut aussi représenter, symboliser les étoiles peuvent aussi symboliser les poètes. Et donc, le poète Rimbaud, ici, se représente comme écoutant les poètes du passé, qu'il étudie d'ailleurs à cet âge-là en classe de rhétorique, et qui vont donc l'inspirer. Ce qui est intéressant aussi, c'est la référence aux gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Ici, par la comparaison, comme un vin de vigueur, comme si la nature inspirait le poète, qui transforme donc ce qui lui vient de la nature, ici les gouttes de rosée, par son imagination, représentée par le front, et il va la transformer par le processus ici de la fermentation, c'est-à-dire alors c'est quelque chose qu'on peut retrouver par exemple dans l'œuvre des Fleurs du Mal, c'est l'idée de distiller, c'est-à-dire qu'il prend le meilleur, la substantifique moelle de ce qui se passe dans la réalité, et puis il va en créer quelque chose de beau, de différent, de sublime, qui va sublimer la matière, ce vin de vigueur, qui, avec vigueur ici ça veut dire vitalité, qui donne vie. Et donc, la poésie serait un processus de création qui engendrerait une énergie vitale donnée aux êtres humains. Et ces gouttes de rosée aussi font référence à une sorte de bénédiction, ça fait référence à certains rituels du christianisme où on bénit. Ici, la nature bénit le poète et en fait donc une forme d'élu, c'est-à-dire d'être humain exceptionnel qui est lui capable d'entendre ce qu'elle a à dire et de le restituer par sa création au reste de l'humanité. Et donc cela donne un caractère assez sacré à cette relation entre la nature et le poète, et donc au poète. Le poète devient un peu comme une figure divine, d'autant plus avec la référence au vin. Et cette référence, si on creuse un peu, fait référence au sang de Jésus qui, dans la Bible, est comparé au vin. Et donc ici, et qui est censé, donc ce vin, le sang de Jésus, est censé donner la vie éternelle aux hommes. Et donc le poète devient une incarnation divine qui donne la vie éternelle aux hommes par la création poétique. Bien sûr, ici, il fait référence au romantisme, qui pose déjà un petit peu, surtout Victor Hugo, ses jalons sur comment on voit la création poétique et comment on voit le poète dans la création poétique, comme une figure divine. Je vais passer au 4e mouvement. Donc dans le dernier tercet, ça sert toujours, et là c'est le cas aussi, à donner un petit peu une conclusion au poème. Et ici, il profite de cette conclusion pour introduire de manière plus concrète, plus directe, le thème de la création poétique. En effet, on a une mise en abîme de la création poétique, c'est très clair par le vocabulaire qui est employé, on a rimant, lire, pied, je reviendrai sur ce mot plus tard, et effectivement, il nous met dans un lieu et un temps qui est propice à la création poétique,
avec l'expression ombre fantastique. Ici, bien sûr, ça fait référence au soir, donc à nouveau qui permet de faire émerger le rêve. Et les ombres, évidemment, c'est un peu une sorte de réalité altérée qui nous font penser à d'autres formes informes et donc propices à l'imagination. Surtout avec le terme fantastique qui suggère un surgissement du surnaturel dans la réalité, donc du rêve dans la réalité, comme si le poète était capable de percevoir le surnaturel dans la réalité et de prendre ce surnaturel de transfigurer la réalité en percevant ce surnaturel pour créer un poème. C'est pour ça qu'il est au milieu des ombres fantastiques, donc il perçoit, il est au milieu de ces choses qui l'entourent et il les perçoit. Et cela lui permet de rimer, c'est pour ça qu'on a le verbe au participe présent, rimant au milieu des ombres fantastiques. Cette situation propice à la création dans la nature lui permet d'associer librement des objets et des idées qui sont assez éloignés et de créer quelque chose de fantaisiste, comme une des rimes les plus marquantes ici, c'est fantastique et élastique. En plus, ce sont des rimes riches, et donc ça crée un peu ce jeu ici assez fantaisiste et inattendu. Peut-être qu'il se moque aussi à nouveau dans les vers suivants, dans ces vers-là, d'un certain lyrisme romantique, puisqu'il fait référence à Orphée, la divinité des poètes, avec l'instrument, la lyre. La lyre, c'est l'instrument qu'on donne à Orphée et qui représente la poésie. Et comme il fait une comparaison entre les lyres et les élastiques des souliers complètement cassés et dézingués qu'il possède, il y a ici un traitement burlesque d'un sujet assez noble. On a cette divinité représentée par la lyre qui est rabaissée à une idée d'élastique de chaussures. Donc c'est à nouveau une manière de se moquer, de prendre de la distance, d'être assez ironique avec tout ça. En effet, ce jeu lyrique, il est assez remis en question, puisque finalement, depuis le début, il nous dit qu'il rime, mais qu'il rêve, donc il n'a pas réalisé grand-chose finalement, ce jeu lyrique. Et puis, surtout, il en ressort avec quoi ? Avec des souliers blessés. Donc cela montre par unipallage que le poète a les pieds complètement défoncés et donc qu'il est fatigué, mais aussi c'est aussi une fatigue peut-être aussi de son inspiration poétique. Il est obligé de tirer l'élastique, c'est-à-dire qu'il tire la corde, il est un petit peu au bout de son inspiration poétique. Cette idée d'être au bout de son inspiration poétique, on le voit avec un pied près de mon cœur. Donc pied ici fait référence à la poésie puisque c'était une mesure pour écrire de la poésie à une époque révolue. Et ici, le fait de relier cœur et pied, cœur alors que c'est quelque chose d'assez noble, qui est généralement la source de l'inspiration pour les poètes romantiques, ici de l'associer au pied, donc à quelque chose qui est bas, quelque chose qu'on va fouler au pied, c'est-à-dire qu'on va détruire, qu'on va rabaisser, montre déjà une forme d'ironie. Et puis même le caractère assez hyperbolique de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur avec le point d'exclamation à la fin, montre un ton assez ironique et moqueur de cette manière de s'exprimer qui est propre au romantique. Et voilà, et je crois que j'ai terminé l'explication linéaire de ce poème. Donc comme je t'ai dit, je ne ferai pas de conclusion, mais je te laisse reprendre les différents éléments que je t'ai donnés, ceux que tu as dans ton cours, ceux que tu peux trouver ailleurs, pour formuler une réponse à ma problématique, que je mettrai d'ailleurs dans la description pour que tu puisses facilement la retrouver et retrouver un peu le fil de toute mon explication. J'espère que ça t'a apporté des éléments de réponse pour construire toi-même ton explication linéaire pour ton oral, et je te souhaite de
bonne révision et une bonne réussite.